Comment décarboner le bâtiment ? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction ? Comment mieux trier les déchets de chantier ? Quelles solutions face aux défis du confort d'été ? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Kingspan France. Isoler son bâtiment tout en garantissant sa performance énergétique et une faible émission carbone est un vrai défi. Ce défi, c'est peut-être aussi le vôtre. Kingspan France accompagne les professionnels soucieux de l'impact de leur projet en proposant des panneaux sandwich isolants, des lanterneaux d'éclairement, d'aération et de désenfumage naturel, des isolants de toiture ou de façade, des solutions d'étanchéité ou encore des fixations pour panneaux photovoltaïques. Bâtir est toujours une œuvre et une responsabilité collective. Pour aller dans le sens de votre démarche, les solutions de Kingspan France couvrent toutes les problématiques d'isolation et d'enveloppe du bâtiment. Et comme le bâtiment de demain sera durable, ou ne le sera pas, le groupe Kingspan agit déjà depuis plusieurs années dans le cadre de sa démarche Planet Passionate. Au total, ils ont réduit de 30% leur intensité carbone à l'échelle mondiale. La démarche de Kingspan France, c'est aussi celle de la communauté d'acteurs engagés de bâtir pour le climat. Pour découvrir comment Kingspan France peut vous accompagner, rendez-vous sur kingspan.com/fr/fr. Kingspan, c'est kingspan.com/fr/fr. Kingspan France et Bâtir pour le climat vous souhaite une bonne écoute. Olivier Saleron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment, la FFB, également patron d'une entreprise de 35 salariés à Périgueux, en Dordogne, spécialisée dans le génie climatique. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de ce podcast Bâtir pour le climat. Nous sommes très heureux de vous recevoir, ou plutôt vous qui nous recevez, pour porter la voix d'une très large partie des entreprises de la construction, un secteur, nous savons, très émetteur de CO2. Alors justement, où en sont aujourd'hui les entreprises de la construction sur ce chemin de la transition environnementale ? Je crois que la dimension transition environnementale, comme d'ailleurs les autres transitions, que ce soit la transition numérique et puis aussi du développement des compétences, donc la formation, je crois que depuis de nombreuses années, les entreprises ont pris la dimension de tout ce qui est environnement, cette croissance verte, certains l'appellent la croissance verte. Oui, je crois que la philosophie environnementale écologiste en France est bien présente. On est souvent cité d'ailleurs dans le monde entier comme des précurseurs. Pourquoi ? Alors c'est pas grâce à nos gouvernants, mais c'est aussi grâce à nos entreprises, les plus belles, les plus grosses, les moyennes, les PME, les TPE, les artisans. Alors, est-ce que justement, aussi, elles ont avancé différemment sur ce chemin de la transition en fonction de leur taille ? Je crois que oui. Après, la philosophie écologiste en France, elle est bien présente. C'est pas une question de parti politique ou quoi. On voit bien que aujourd'hui, oui, il faut sauver la planète. Il faut sauver la planète. Chacun. Vous croyez que c'est ça, ou c'est aussi parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui et que si on ne prend pas ce chemin-là, on risque de ne plus être compétitif ? Alors, il y a plusieurs choses, mais si on le met ça sur l'économie mondiale, il y a des pays, et on les connaît bien, d'ailleurs on vient de les visiter la semaine dernière, par exemple comme les États-Unis, qui me disent sur toute la côte Est et le centre des États-Unis, nous l'écologie, on la laisse à la Californie. Vous voyez un petit peu ce que ça fait, et eux sont plutôt au travail de la recherche et le développement, si et seulement s'il y a de la marge. Donc oui, peut-être que certains pays du monde, malheureusement, je ne parle pas des États-Unis, qui est quand même une démocratie, mais beaucoup d'autres ont choisi plutôt, évidemment, la fin du mois que la fin du monde. C'est pas de moi non plus. Ça arrive quand même aussi chez nous. Mais évidemment, voilà, cette question est tranchée malheureusement sur une grande partie de la planète. Et nous, Français, très fiers, attention, soyons très fiers de ça, puisque on est les précurseurs de beaucoup de choses. Des normes que l'on critique souvent, mais nous, on critique pas les normes. Il en faut des réglementations. Alors justement, il y a eu pourtant une importante levée de bouclier au moment de la création de la RE 2020. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette réglementation dans la construction neuve ?
Alors je rectifie, la levée de bouclier, elle a été parce que ce qu'on avait expérimenté depuis 2 ans et demi à l'époque, bien avant 2022, eh bien a été balayé d'un coup de crayon en nous laissant que 3 mois pour nous donner la nouvelle mouture de la RE 2020. Et donc quand cette RE 2020 est tombée, eh bien nous à la Fédération du bâtiment, on l'a analysée et on s'est aperçu qu'il ne pouvait y avoir que des maisons individuelles 3 mois après, qui ne seraient construites qu'en bois ou matériaux biosourcés, ce qui était possible. Donc, eh bien, à l'époque, la ministre du Logement et puis la ministre de la Transition écologique, eh bien, nous avons retravaillé tout ça avec elle, parce que finalement, c'était pas du tout des ratios dont elles avaient connaissance. Et donc, il a fallu ça n'a pas été accepté facilement, quand même. Mais j'ai demandé un moratoire de 6 mois pour retravailler. C'était pas pour annuler. On dit souvent, la vieille caricature des fédérations, un peu poussiéreuse, c'est de repousser. Non. On a repoussé pour que ce soit plus en mixité. Et d'ailleurs, quand on a appliqué la RE 2020 que 6 mois après ce petit décalage, eh bien, j'allais dire, toutes nos entreprises qui avaient déjà cette fibre environnementale s'y sont mises. Aujourd'hui, regardez, à peine 2 ans, pas tout à fait 2 ans après, on a digéré cette RE 2020. Certes, malheureusement, économiquement, c'est arrivé avec la hausse des matériaux, avec toutes les crises qu'on en a subies post-Covid, et on pourrait faire une litanie de crises, mais en tout cas, cette méthode, cette réglementation est digérée, je le dis aujourd'hui, même si c'est plus cher, 7 à 8% de plus. Justement, oui, vous dites, parce que vous disiez beaucoup, on disait beaucoup, il n'y avait pas que vous, tout le monde disait au moment de sa mise en place que ça allait coûter beaucoup plus cher. Vous avez fait les calculs, ça coûte vraiment plus cher ? Oui, alors à l'époque, on s'était trompé de 2%. Voilà. On disait ça va coûter 10% de plus. Finalement, on est entre 7 et 8 aujourd'hui. Je pense que ce chiffre va baisser parce que, évidemment, les entreprises ont pris cette dimension-là. À euro constant, bien sûr, il y a eu l'inflation, etc., ce qui nous a pas arrangé aussi. Mais en tout cas, c'est arrivé dans une période très difficile au niveau de la hausse des prix des matériaux. Mais c'est ça. Gardons à l'esprit, à euro constant, 7 à 8% de plus. Ce n'est pas... Et c'est digéré, c'est accepté, et c'est même presque défendu aujourd'hui comme une vitrine de la construction française. Exactement. La France qui émet entre 0,8 et 1% des gaz à effet de serre dans le monde, ou du CO2, réalise des prouesses. D'ailleurs, je vous le dis, nous sommes reconnus de l'autre côté de l'Atlantique. Les Français, vous êtes les précurseurs dans tout ce qui est construction durable avec cette RE 2020, mais aussi tous ces règles et ces règlements sur la rénovation énergétique. Alors on sait qu'en ce moment ça nous embête et que c'est complexe et qu'il a fallu resimplifier, et j'espère que ça ne sera pas recomplexifié encore cette année, parce que c'est notre spécialité. On va en parler. C'est notre spécialité en France. D'abord, j'aimerais revenir sur cette RE 2020 qui a fait évoluer quand même les systèmes constructifs. Quelles sont pour vous les plus grandes révolutions en cours ou à venir ? Cette RE 2020, c'est une révolution, faut le dire. Alors attention, maintenant, on veut amplifier cette RE 2020 dès 2025, 2028, après sur les bâtiments collectifs, etc. Moi, je crois que il faut, j'allais dire, une pause de digestion. C'est-à-dire que vous allez demander un nouveau moratoire sur les nouveaux seuils ? C'est pas un moratoire, mais effectivement, si on n'y arrive pas, j'allais dire, si les taux de crédit ne baissent pas, l'inflation stagne. Il devrait baisser. Oui, il devrait, mais vous savez, l'économie fiction, c'est un bâtiment, c'est compliqué. Donc voilà, s'il n'y a pas de nouvelles mesures, normes ou règlements qui pourraient freiner un petit peu plus ce que l'on a assimilé, moi je le dis. On va pas sauver la planète en 1 semaine, en 1 mois ou en 1 an. Il faut des plans quinquennaux, il faut des plans à 10 ans. Et là, oui, on peut parler. Là, ça a été échelonné déjà, justement. Moi, je trouve pas. Regardez, juillet 2022, l'application de RE 2020. 2022, 2025, 2028, c'est échelonné. Vous savez comment ça se passe dans une entreprise ? Le bâtiment, c'est un paquebot. Pour les investissements à la fois des matériaux, changer de type de construction, d'organisation de chantier aussi, avec nos salariés, nos ouvriers, voilà, nos techniciens. Et puis voilà, on a tout dit. Quand on parle de notre main-d'œuvre, il faut la former. Donc, il faut aussi le temps que dans les écoles donc de formation, nos CFA, mais jusqu'à nos écoles d'ingénieurs, ces méthodes soient apprises, expérimenter, digérer. Vous commencez à former la construction bois, justement. Évidemment, mais tout le monde est très motivé. C'est pas pour rien qu'on a gagné 120 000 salariés de plus depuis le premier jour du Covid,
où l'on n'a pas licencié à l'époque, on a gardé tous nos effectifs, plus 120 000 salariés, c'est-à-dire pratiquement presque 10% de plus en 4 ans, à peine. D'ailleurs, on y est, juste pile, là, en 4 ans, ce qui est quand même assez formidable, ce qui veut dire qu'on a non seulement retrouvé de l'attractivité, mais surtout l'attractivité chez les jeunes. On va dépasser là, ces quelques jours, les 100 000 jeunes, donc apprentis ou alternants. Qui n'attendent que ça, en fait. Mais ils sont motivés avec ça. D'avoir un combat pour le climat. Voilà, et je parle des alternants, c'est-à-dire des apprentis, mais il faut en rajouter 70 ou 80 000 dans les lycées professionnels qui sont en train aussi de se transformer. Tant mieux, parce que ça va donner des grands professionnels qui ont aussi l'expérience du terrain, de créativité avec des matériaux, quels qu'ils soient, et tant mieux. Et ça, il faut pas l'oublier. Nous, on avait cette fibre, je vous l'ai dit au début, nos plus jeunes enfants et sûrement nos petits-enfants, ils auront 10 fois plus. Il faut qu'on le garde, que le bâtiment ait cette image de modernité. Moderne, c'est un mot désuet, mais c'est tellement beau. D'attractivité, de technique, de technicité, etc., etc. Et je crois que beaucoup, nous, les entrepreneurs et surtout les fédérations, on doit être motivé, avoir un discours optimiste, réaliste, plein d'enthousiasme. J'espère que quelquefois je vais partager un peu les auditeurs et tout le monde, parce que c'est ça. Le bâtiment, même si aujourd'hui c'est très compliqué, il est dans une phase un petit peu de blocage, on en parlera peut-être, mais on a 30, 40 ans devant nous extraordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, vous parliez des matériaux, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la RE 2020 est en tout cas un formidable levier d'innovation pour les industriels, notamment donc sur les matériaux ? Bien évidemment. Et puis, vous savez, on a un peu l'habitude où on nous donne un petit peu l'impression de taper toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les industriels du bâtiment, que l'on a fait quand il a fallu, évidemment, partager les surcoûts dans les années 2021-2022, où finalement on n'a pas été très bons négociateurs, la preuve. Mais quelque part, eh bien, écoutez, il y a des industries françaises florissantes dans le bâtiment, tant mieux. Moi, je préfère que, sans les citer, que nos plus belles industries des matériaux du bâtiment réussissent en recherche et développement derrière, donc trouvent de nouveaux matériaux. Quels sont les matériaux auxquels vous croyez ? Quels sont les matériaux de demain, selon vous ? Tous les matériaux, dont le béton vert, puisqu'il existe. Décarboné, on dit. Exactement, la décarbonisation, certaines le disent aussi. Eh bien oui. Mais tous ces matériaux... Et le béton de chanvre, le béton de riz, quand on parle de tout ça, vous y croyez aussi ? Effectivement, parce que j'en ai vu, moi. Je veux dire, moi, vous avez dit, mon entreprise, une quarantaine de personnes dans le Périgord, eh bien oui, on a participé à des constructions de maisons, de centres culturels, en chambre, en projection, en béton de chanvre ou des choses comme ça, isolés en paille, etc. On a vu toutes ces techniques qui sont utilisées par des petites entreprises. On stigmatise beaucoup ces choses-là, surtout ceux qui ont toujours la critique facile, un peu d'amertume surtout. Oh ben oui, mais le bâtiment, ils sont pas capables. Moi, je peux vous dire que un artisan de 2-3 gars ou à peine, il est capable de changer aujourd'hui, parce qu'il est innovant, parce que dans sa tête, il veut faire évoluer son métier, il est capable d'utiliser n'importe quel matériau. Et on en a cité 2, on pourra en citer beaucoup plus. Il y a la paille, il y a le bois, il y a... Est-ce qu'on était un pays de béton ? Est-ce qu'on va être un pays beaucoup moins béton, beaucoup plus béton décarboné, les deux Je crois que tout est lancé. Je parlais tout à l'heure de nos gros et grands industriels, que ce soit en béton et que ce soit en plâtre, que ce soit évidemment tout ce qui est fourniture, et vous voyez des 3-4 dont je veux parler, eh bien ça y est, en France on est sur cette voie-là, c'est-à-dire on décarbone tous les matériaux, et derrière nos entreprises, salariés, entrepreneurs ou ouvriers ou apprentis, il est pas plus bête que notre, il sait de quoi faire de ses mains, et il a posé du simple vitrage il y a 50 ans, enfin son père ou sa mère, aujourd'hui il est capable de mettre du triple, du quadruple, du quintuple, et donc celui qui faisait la projection avec du plâtre ou quoi que ce soit, aujourd'hui est capable de faire de la paille, du chanvre, etc. Mais c'est pas simple de s'y retrouver dans tous ces nouveaux matériaux en même temps. Ben écoutez, je crois que il faut expérimenter. Le problème en France, c'est qu'on passe, et on en a parlé de la RE 2020 tout à l'heure, la RE 2020, je vous l'ai dit, ça fait que 2 ans qu'on l'a digéré, et on veut nous remettre un échelon de plus, un étage de plus, dans 6 mois. Attention, dans 8 mois. Mais non, à un moment donné... C'est vrai que ça arrive vite. Ben oui, je veux dire, c'est pas passer de la baguette traditionnelle au pain campagnard ou au pain de seigle. C'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait toute une... c'est une filière
qu'il faut qu'il s'adapte du producteur au metteur au point, jusqu'à metteur au point, celui qui le met en pratique sur le chantier, mais au contrôleur, aux normes, voilà. Et puis finalement, il faut que le client il ait aussi les moyens de pouvoir se le payer. Aujourd'hui, c'est là que le bas blesse, parce que la hausse des prix des matériaux et donc du coup ça s'est un peu calmé là. Bien sûr, mais du coup de la construction en général, eh bien oui, malheureusement, il faut 20-25% de plus aujourd'hui qu'il y a juste 4 ans en période juste avant le Covid. Ah ben c'est problématique aujourd'hui. Alors, il faut voir que ces seuils réglementaires arrivent aussi, ces nouveaux seuils réglementaires arrivent à un moment où la construction neuve connaît une crise importante, colossale. Est-ce que vous pensez que ces exigences environnementales sont un facteur aggravant ? Non, pas aggravant, mais je crois que à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut que ça réussisse ou pas ? C'est-à-dire que si on va trop vite, eh bien, on va braquer les gens. On le voit aujourd'hui, on a voulu aller trop vite. Alors, bon, de la construction neuve, oui, mais on a rectifié, on y est arrivé. Si on parle de la rénovation énergétique, on a voulu aller trop vite dans la rénovation énergétique et je suis désolé, mais depuis 3-4 mois, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on a voulu complexifier la réglementation, on a voulu complexifier tout ce qui était système d'aide à nos particuliers les plus modestes, parce que c'est eux qu'il faut aider pour rénover leur logement. Eh bien, c'est tellement complexe que on a divisé par 2 l'enveloppe qui était prévue et finalement... Oui, en même temps, elle n'était pas utilisée, l'enveloppe. Mais, non, mais donc, et vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous avez eu une réforme de MaPrimeRénov'. Voilà, alors moi je voulais rien du tout. Moi je voulais que le secteur. Non, exactement. Moi je voulais que les artisans, mes copains, les entreprises plus grandes et très grandes puissent s'y retrouver et me disent pas Olivier, président, il y a un problème, ça fait 4 mois qu'on a les devis, on n'arrive plus parce qu'il y a plus de ceci, il y a pas de cela, on n'a pas de contrôleur, on n'a pas de ceci, et puis nos personnes ne veulent pas changer leur chaudière parce qu'ils l'ont changé il y a 3 semaines. Voilà, il y a des normes qui sont, j'allais dire, qui sont sorties de la réalité, qui ont été réalisées par peut-être 2-3 technos en mal de reconnaissance, je sais pas, au 10e étage de Bercy, mais ça ne collait pas à la réalité. Donc moi, je suis là pour faire ça. En tant que bon président de Fédé, je dois remettre toutes ces personnes-là sur le terrain. J'espère qu'on a réalisé, même si c'est un peu long toujours de bouger l'administration. Vous avez obtenu une première réforme, là vous êtes en train de préparer MaPrimeRénov' 2025. Qu'est-ce que vous espérez obtenir de plus ? Qu'est-ce que vous souhaitez en 2025 pour MaPrimeRénov'? Je souhaite que les accompagnateurs rénov soient prêts. Alors on parle de 3 000, 4 000, 5 000, s'il en faut 6 000, il faut les valider, parce que moi, je suis désolé, il y a beaucoup de maîtres d'œuvre, architectes, anciens architectes ou autres, ou des gens qui s'installent. Donc oui, tous les gens compétents doivent s'y mettre. S'il nous en faut 5 000, il en faut 5 000. Ce qui va nous assurer, en tout cas, le traitement des dossiers, c'est ça qui est important. La rénovation globale. Aujourd'hui, c'était impossible. Quand j'ai vu les chiffres de la rénovation globale de janvier-février, mais j'en aurais pleuré. On l'a même pas dit dans la presse parce que tellement on avait honte. Mais parce que tout était bloqué, tout le système était bloqué. Donc oui, il va falloir faire beaucoup plus de rénovation globale, mais j'attends. Là aussi, vous voulez des échéances. Là aussi, vous voulez une progression. On fait la première année les fenêtres, la deuxième année la chaudière. Pourquoi pas, mais ça c'est à mettre, on a appelé ça le carnet de l'habitat, le carnet de l'habitation. En fait, pourquoi faire tout en une seule fois quand on n'a pas les moyens ? Mais quand on n'a pas les moyens, on fait rien. Vous êtes en train de négocier avec le gouvernement pour une stabilité en 2025 ? Ben vous l'avez dit, la stabilité. C'est-à-dire que ce qui... Mais ça voudrait dire juste ce que vous avez obtenu pour l'instant. Non, mais mais c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on veut de la stabilité. À un moment donné, on veut des plans, on veut un plan quinquennal sur 5 ans, et qu'on n'attende pas le PLF de l'année N-1 pour savoir comment on va se faire bouffer le 1er janvier. En général, le décret, il paraît le 20 décembre. Vous imaginez ? Et ça fait des siècles. Ça fait des décennies que ça dure dans le bâtiment. Vous imaginez l'agilité. Vous voulez anticiper le projet de loi de finances. L'agilité des artisans du bâtiment et des entreprises du bâtiment qui, toujours en fin d'année, se disent « Oh là là, comment on va être mangé ? Est-ce que vraiment ce PLF va passer ?» etc. C'est ce qui s'est passé d'une façon ridicule sur cette nouvelle mouture de MaPrimeRénov'. Et donc, finalement, l'échec cuisant. Mais ça fait... maintenant, ça fait 10 mois qu'on le dit. Vous avez également obtenu une réforme du dispositif RGE, reconnu garant de l'environnement. Est-ce que ça pourrait donner, là aussi, un vrai coup de boost à la rénovation énergétique ? Qu'est-ce que vous en attendez dans le détail de cette réforme ? Alors pour nous, le RGE, c'était un faux débat.
Quand on dit oui, il y a que 50 000, 60 000 entreprises sur les 600 000 qui existent en France. Bon, dans les 600 000, vous pouvez en mettre 80% ou un peu plus qui n'ont pas de salariés. Donc, effectivement, c'est une entreprise quand on est tout seul. Mais le gros de la tâche et le gros du volume, c'est les entreprises qui ont plusieurs salariés, ou des dizaines, ou des centaines, ou des milliers. Parce que ça concerne la rénovation énergétique, l'ensemble, du tissu économique du bâtiment. À côté de ça, quand on regarde, il y a 600 000 salariés, c'est-à-dire pratiquement la moitié, qui travaillent dans une entreprise RGE. C'est moi qui le dis, c'est Calibat, c'est Qualité NR, c'est Cali, etc., qui le disent. Donc, ce qui veut dire que 600 000 salariés dans le bâtiment qui travaillent dans une entreprise RGE, c'est 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez ce qu'on pourrait faire. À côté de ça, je le comprends, et je le dis, nos plus petites entreprises et certains artisans me disent « Ah, Olivier, c'est trop compliqué, moi j'y passe mes dimanches matin. » Je dis « comme moi. » Il y en a même qui quittent le dispositif. Je dis « Mais comme moi, il y a 4 ans, c'est moi qui faisais encore les photos, c'est moi qui faisais encore les trucs. Oui, ça prend quelques heures, oui, voilà. » Mais je dis, de l'autre côté, s'il n'y a pas quelque chose de sérieux, s'il n'y a pas une qualification, s'il n'y a pas les contrôles, si tu paies pas un petit peu quelques centaines d'euros pour te faire qualifier, et si tu prends pas aussi quelques demi-journées, pour contrôler ton installation ou la faire contrôler, eh bien là, c'est la porte ouverte, rigolo, margoulin. Déjà que, on peut pas, le filet laisse passer quelques rigolos et escrocs, c'est des rigolos, c'est pas rigolo, c'est des escrocs. Alors, imaginez qu'on fasse un RGE light. Eh bien, à la Fédération du bâtiment, on n'est pas pour. Et vous dites, si on va vérifier, s'il y a un contrôleur qui va voir qu'un ouvrier, effectivement, un artisan fait bien son travail, est très bon a très bien réalisé son chantier de rénovation énergétique, vous dites non, ça suffira pas à donner une qualification. Si on fait pas l'effort de justement dans les fédérations de se former et d'être le maximum compétent, évidemment que je veux dire, il y a trop dans la raquette, mais en tout cas voilà, moi je suis pas d'accord que pour les plus anciens qu'on obtienne un cadeau RGE dans une boîte Bonux, quoi. C'est pas possible. Ça c'est impossible. Donc oui, validation des acquis et des compétences. Mais alors, s'il faut contrôler à chaque fois et chaque chantier, ce qui me paraîtrait logique... Oui, c'est vrai, c'est un dispositif un peu lourd à mettre en place, potentiellement. Mais il existe, il a été mis en place depuis le 1er janvier 2022, ça s'appelle la qualification chantier par chantier. La FFB, on s'y est pas opposé, on a dit, on doute, mais il n'y a pas de souci. Il y en a eu 2000 sur les 3 dernières années, en 2 ans et demi, sachant qu'il y a eu plus de 2 millions de dossiers. 2000 sur 2 millions. Alors, si ça peut intéresser certaines personnes qui n'avaient pas RGE et pour les faire rentrer dans le RGE, nous sommes d'accord, je suis d'accord. Maintenant, c'est pas l'alpha et l'oméga de la massification énergétique. J'y crois absolument pas, c'est faux. En revanche, lâcher totalement la bride sur le RGE, c'est faire rentrer les escrocs et les voyous sur le marché, et on en a déjà assez. On parlait de la crise dans la construction neuve. Comment vous la voyez évoluer? Est-ce qu'elle est différente, selon vous, de celle qu'on a connue par le passé, il n'y a pas si longtemps? Oui, alors c'est vrai qu'on a connu des crises cycliques. C'est pile il y a 10 ans, la construction neuve il y a 10 ans, 2014, s'était écroulée parce que voilà, il y avait une loi qui avait été un petit peu la loi Allure. Je dirais pas le oui ou le nom de la ministre de l'époque parce qu'à chaque fois ils prennent le nom du ministre. Mais cette fois-ci, en fait, on a malheureusement été frappé par beaucoup de conjonctures à la fois. C'est-à-dire que tout ça s'est empilé. Il y a eu le Covid, il y a eu la hausse des matériaux, et puis derrière l'inflation, et puis derrière le taux de crédit. En même temps, et c'est plutôt vertueux, mais dans une économie du bâtiment qui fonctionne bien et qui a un avenir qui a 5 ans, de réflexion devant elle ou d'espoir de travaux réalisés. Eh bien, il y a eu des réglementations qui ont bridé tout ça. C'est-à-dire que petit à petit, l'aide aux bailleurs privés s'est réduite ou s'est complexifiée. La preuve, aujourd'hui, le Pinel existe encore. Il existe encore, il n'intéresse plus personne. À côté de ça, on a arrêté le prêt à taux zéro depuis 4 mois. Voilà. Donc les primo-accédants, aujourd'hui, avec, je l'ai dit, un prix de la construction qui a augmenté de 20 à 25%, eh bien, ne sont même plus reçus dans une banque parce qu'avec un taux de crédit à 4%. Alors, je dis pas que ça va pas s'améliorer, j'espère. Ça devrait. Et d'ailleurs, les prévisions, s'il n'y a pas de pandémie supplémentaire ou de problèmes géopolitiques, et tant mieux. On parle de l'amélioration des taux de crédit, c'est-à-dire vers la baisse. Et tant mieux. Ça va déclencher beaucoup d'achats de nos particuliers. Mais les primo-accédants,
maintenant, aujourd'hui, la petite maison tranquille, ils peuvent plus la payer parce que, évidemment, on a stigmatisé la maison individuelle au profit du logement collectif. Je suis désolé, moi, hier, j'étais en Périgord, tout le monde veut sa petite maison, et son jardin. Et son jardin, mais qui ne fait plus 1000 mètres carrés, qui fait un peu moins, etc., construisant en hauteur. Il y a toutes ces choses intelligentes qu'il faut continuer parce que cette crise, vraiment, aujourd'hui, elle est bloquée. Et attention, moi, je pense que 99% des gens, et dont au gouvernement, ont pris cette mesure. Le Premier ministre Attal a mis en numéro 2 le logement comme cause nationale quand il est arrivé. Tant mieux, c'est une prise de conscience. Mais non, je crois que, malheureusement, quand on veut avoir des recettes, eh bien, il faut investir. Quand on investit quelques petits milliards d'euros dans la construction neuve et que ça en rapporte 90, je suis désolé, hein, il faut à un moment donné ne pas s'étonner, comme on vient de s'étonner il y a quelques semaines, que les rentrées fiscales et les recettes fiscales du gouvernement ne sont pas au niveau. Il manque, rien que pour la TVA, 8 milliards d'euros. Les 8 milliards d'euros, je vous le dis, il y en a 3,5 et 4 qui viennent du non-investissement des ménages dans la construction l'année dernière, en 2023. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est même le budget. Et soyons intelligents, construisons moins de surface, construisons beaucoup plus environnemental pour aujourd'hui, bientôt, très, très vite, on va avoir des maisons passives et des maisons zéro émission. C'est quasiment très vite. fait. Mais bien sûr, et tant mieux, ça va nous motiver, nous, entreprises, à investir à la fois dans le matériel, la préfabrication. On a dit, la fédération est... Mais non, on n'est pas contre la préfabrication aujourd'hui, c'est qu'elle marche pas. Il n'y a pas de système économique où une seule... Allez, j'exagère parce que j'en connais quelques-unes, mais en tout cas, elles ont vraiment des grosses difficultés, nos entreprises qui font la préfabrication, à avoir ce système entre l'industrie et le montage. Se casse la figure. C'est pas normal. Donc, faisons quelque chose. On parle de plein de choses, mais il faut trouver une solution pour loger l'ensemble de nos Français. Depuis 1 an, il y a également la REP bâtiment pour améliorer le tri des déchets du bâtiment. Le démarrage est lent. Est-ce que les organismes agréés n'ont pas suffisamment déployé de moyens ou est-ce que ça prend juste du temps, comme nous avons mis du temps, nous, à utiliser notre poubelle jaune? Les entreprises de la construction, les artisans ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter? Non, non. La REP, c'est une injustice totale. C'est-à-dire que la REP, ça fait des... Une nécessité. Non, mais pour l'instant, c'est une injustice totale. C'est-à-dire qu'on paye pour un service qu'on n'a pas. Alors que ça fait maintenant 5, 6 ans, peut-être 7 ans qu'on y travaille. On y a travaillé en bons élèves, à tous, hein, beaucoup de ministères. À l'époque, la fédération a été très moteur là-dessus. Et il y a 3 ans, quand on a voulu nous dire on va la mettre au 1er janvier 2022, on a dit non mais rien n'est prêt. Comment voulez-vous la mettre dans 2 mois? Ils sont où les éco-contributeurs? Il y en a pas. Non, vous rigolez, on est le 15 novembre. Bon, ok. On la met au 1er janvier d'après, 1er janvier 2023. 1er janvier 2023, le 15 novembre 2022, on a dit, c'est quoi ce bazar? Rien n'est en place. On va d'accord. Alors, 1er mai. Alors, on va la mettre au 1er mai. Et on a fait un pacte nous-mêmes à la fédération, avec d'autres OP, mais aussi avec le gouvernement. On a dit, on vous laisse 6 mois, même si, ça y est, vous les avez déterminés, les échos, etc. Il faut que tout le monde fasse son boulot. C'est une loi. Donc, à partir du moment où elle est en place, il faut que chacun qui a une mission, qui a signé, fasse son boulot. On l'a laissé pendant 6 mois. À partir de fin novembre l'année dernière, on a vu que la catastrophe était arrivée. Ça fait 4 mois qu'on le dit et qu'on commence à hurler. La REP n'est pas installée. Les éco-contributeurs n'ont pas fait leur job. Aujourd'hui. Alors, je vais m'en prendre plein, si vous voulez. Non, ils n'ont pas fait leur job. C'est faux. Ils n'ont pas développé ce qu'ils devaient développer. Moi, quand je signe une charte, quand je signe un devis, quand je signe tout ça, moi, derrière, si mon client n'est pas satisfait, c'est moi qui fais en sorte que ça soit réalisé. Nombre de points de collecte qui avaient été demandés a été installé. Non, c'est faux. Totalement faux. Aujourd'hui, on est à 2500. Aujourd'hui, on est à la moitié de ce qu'il devrait y avoir sur le territoire. Les entreprises, les artisans n'ont pas le service. On devait avoir, parce qu'on paye. Attention, on paye. On a payé jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, c'était 0, quelque chose. Attention, c'est multiplié par 4, par 5, quelquefois par 10. À partir du mois prochain ou de mai prochain. Et justement, alors que le service n'y est pas. Donc, je vais dire, non, le service n'y est pas. Quand j'en ai parlé au gouvernement en décembre dernier, en février dernier, on a dit « Oh là là, c'est une monstruosité la REP ». Il y a 4 organismes, tous vous les mettez Non, je les mets pas tous, non, pas du tout. Il y a des déchets inertes, des choses comme ça qui passent. Mais dans le second œuvre, ça marche pas. Ça marche pas, on paye, c'est une injustice. Alors concrètement, qu'est-ce qui marche pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche pas? Eh bien, il y a un problème
d'efficacité, de déploiement sur l'ensemble du territoire entre les éco-contributeurs, les déchetteries ou autres organismes qui récupéraient les déchets et qui certaines les retraitent, bien sûr, et c'est fait pour, ou certains en réemploi, et bon, c'est encore anecdotique, mais ça existe. Aujourd'hui, il n'y a pas ce lien, il n'y a pas assez Il y a des contrats qui sont en train d'être signés avec les collectivités. Oui, ça fait 11 mois que la REP est en place, le 1er mai 2023. Est-ce que c'est pas une question de temps que l'on paye pour rien? Moi, je sais, même dans mon entreprise, j'ai été obligé de reprendre des bacs et de payer doublement. Je paye à la fois sur mes factures les matériaux neufs pour qu'on me les reprenne les déchets, et comme ça fonctionne pas, je repaye quand même, comme à l'ancienne, les traitements, les comptes prorata sur les chantiers, parce que ce n'est pas récupéré. Donc, il va falloir accélérer très vite. On n'a aucun moyen de pression sur les éco-contributeurs. Et vous dites, si on a les points de collecte suffisants, nous, tout le monde jouera le jeu et tout le monde ira bien mettre ses déchets. Mais tout le monde les mettait déjà avant, on payait des déchetteries. Il y avait quand même beaucoup moins de dépôts sauvages, bien qu'il y en ait quelques-uns. Mais on peut pas le nier non plus. Non, mais il y en avait quelques-uns. Mais le problème, vous avez vu ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que ça recommence. C'est-à-dire que, un peu tout le monde, surtout les bricolos du dimanche, vont reverser leurs trucs parce que... Vous dites ce ne sont pas les entreprises. Mais certaines, bien sûr. Alors là, vous savez, certaines, c'est un peu comme dans la société. Il y en a qui sont plus vertueuses que d'autres, qualifiées ou pas d'ailleurs, malheureusement. Mais c'est comme ça, malheureusement. Et il faut faire la chasse à ces contrôles-là. Mais ce que l'on va obtenir, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les entreprises vont pas vouloir payer 2 fois. C'est ce que l'on fait. Alors tant que c'était jusqu'à aujourd'hui 0, quelque chose, on est énervé, mais ça passe là. Quand ça va passer à 2 ou 3% des matériaux, ou plus, ou 5%, vous savez, 5% des matériaux, c'est presque, si on prend le volume d'une entreprise avec 50% d'achat de matériaux, c'est sa marge de 2,5% par an. Donc là, ça va plus du tout rigoler. Si on veut avoir des actions, j'allais dire, vives, qui pourrait se faire directement auprès, on ne sait pas à qui s'adresser. On va pas aller devant les éco-contributeurs et devant leur siège pour déverser des tonnes de trucs en disant, on va pas aller devant le ministère de la Transition écologique pour dire, Monsieur Béchu, il faut prendre une décision ferme et définitive. Quel est votre regard sur le réemploi ? Je prends un matériau, alors ça se fait déjà beaucoup, je sais pas, pour les moquettes ou pour plein d'autres choses, et de le remettre dans un autre bâtiment. Est-ce que vous êtes pour le réemploi dans le secteur de la construction ? De toute manière, je suis pour et on va y arriver. C'est-à-dire que à la conception du bâtiment, on saura, ça y est, c'est ce qu'on veut de toute manière. À la conception du bâtiment, on veut savoir quel type de matériaux on va réutiliser, quel type de matériaux on va recycler. On parlait de recyclage à l'instant, recycler ou pas. Et donc, il faudra recycler et réutiliser 100% des matériaux. On n'y est pas évidemment. Moi, j'espère que... Comment on fait pour y arriver justement ? Quels sont les freins aujourd'hui ? Tel qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la REP, recyclage des matériaux, ça s'appelle pas comme ça, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut rendre ça un peu plus compréhensible, et je crois que tout ça, on doit le faire. C'est une question de matériaux, donc de transition écologique, environnementale, mais c'est aussi, et je le répète parce que j'y crois beaucoup, une question de transition numérique. Il faut absolument que tous nos bâtiments, d'ici quelques années, alors de nombreuses années, c'est à partir de 2, j'en sais rien, mais en tout cas, et cette maquette numérique, que l'on puisse voir ce que l'on va mettre pour tout au long de la vie du bâtiment, savoir ce qu'on fera du bâtiment dans 30 ans. Du BIM, du jumeau numérique. Oui, exactement, toutes ces choses-là. Moi, quand je vois les jeunes entre 18 et 35 ans qui sortent des écoles aujourd'hui, non mais ils sont tous, voilà. Et je veux dire, nos gars sur les chantiers aussi sont très demandeurs de cette technologie, de travailler avec des tablettes, de voir comment on va... Oui, la nouvelle génération est prête. Mais même pas, je veux dire, moi qui ai passé largement la barre des 50, je suis très motivé là-dessus. Tout le monde n'est pas prêt quand même. Mais tout le monde n'est pas prêt, tout le monde a un smartphone dans la poche, 99% des je suis désolé, quand c'est une question de puissance, quand même une petite entreprise, il aura sur son smartphone à appuyer sur un bouton et de voir son bâtiment en 3D qui tourne, alors c'est peut-être pas lui qui va le construire, certainement, mais tous les métiers, il y a des métiers qui vont se développer, donc il faut ça, et quand ils voudront changer par exemple la teinte du carrelage de la salle de bain ou la teinte de la peinture de sa chambre, il aura juste appuyé sur un bouton un clic. Et ça le fera automatiquement. Alors, mais ça c'est pas l'avenir, c'est déjà comme ça. Est-ce que les assurances jouent le jeu sur le réemploi selon vous ? Alors aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est une question de normes. Il faut évoluer.
il faut évoluer dans ces normes-là. Sur le réemploi, je parle pas du recyclage, je parle vraiment du réemploi. On prend quelque chose et on le réemploie. Je comprends que les assurances aussi soient quelquefois frileuses quand il y a des normes environnementales, des normes, techniques. De prudence technologique ou sismique dans certaines régions et soit frileuse pour assurer des bâtiments ou des constructions comme ça. Je le comprends. Maintenant, je crois qu'on est assez intelligent. Si on veut réemployer la plupart des choses, eh bien, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire et on peut faire des choses multiples. Concernant la ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, quel sera l'impact, selon vous, sur la construction et l'aménagement du territoire ? Alors, d'une chose quelque part vertueuse, oui, selon les uns et les autres, l'empreinte des bâtiments et donc des routes, enfin tout ce qu'on peut construire aujourd'hui en France est entre 7 et 10%, suivant les uns, suivant les autres. Bon, c'est pas plus catastrophique que certains pays, mais je suis d'accord, il faut y aller. Il faut réfléchir, il faut utiliser beaucoup plus de friches qui existent en France, dans beaucoup de bourgs, de villes, de grandes villes, de métropoles. On l'a vu depuis ces dernières années avec l'évolution, par exemple, des services de la SNCF, avec toutes les CERNAM qui existaient partout. Aujourd'hui, on a reconstruit sur dépolluer d'abord, mais reconstruit aussi sur Il faut dépolluer, ça coûte cher. Qui coûte plus cher, et il faut savoir ce que l'on veut. Et donc, ça nous a évité sûrement de construire un peu plus en périphérie et en banlieue des villes grandes, moyennes et petites. Il faut aussi avoir cette réflexion de déjà rechercher les zones déjà imperméabilisées. On a tous les drones qu'il faut aujourd'hui. On peut repérer toutes les zones qui ont été artificialisées depuis des décennies et les réutiliser. On a aussi beaucoup de parkings de grandes surfaces, des choses comme ça, qui commencent peut-être à montrer des signes de faiblesse. Donc on va évoluer sur plein de choses. Après, je crois que c'est pareil, on est allé un peu vite. Déjà jusqu'à l'hiver dernier, on savait pas comment l'utiliser. Et donc, nos élus locaux, quand ils savent pas comment utiliser la ZAN, ils font pas. Donc là, l'objectif, c'est 2050. Est-ce que le timing vous paraît bon ? Moi, quand j'ai vu cette loi, j'ai dit facile. Non, mais construire utiliser 2 fois moins de surface non imperméabilisée dans les 10 prochaines années par rapport à ce qu'on a fait dans les 10 dernières, je vous ai donné les solutions. Pour moi, c'était pas une catastrophe. Sauf que, ne sachant pas comment l'utiliser, les élus locaux n'ont pas délivré de permis de construire, donc quelque part on ne sait pas quoi faire. Et puis on n'a pas trop réfléchi. Aussi, on veut réindustrialiser des sites, relocaliser des sites de production ou les agrandir. Ah, mais mince, on n'a pas pensé au logement. Alors, moi, je suis désolé, quand on fait les gigafactories en grande pompe à Dunkerque ou ailleurs, et que derrière, on dit ah oui, mais il faut combien 10 000 salariés de plus on va les loger où ? Ah, on n'y a pas pensé. Bon, voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est en train, vous voyez, c'est en train de s'articuler. On parle que la ZAN ne serait pas comprise quand il y aurait une industrialisation à côté. C'est-à-dire que déjà, on sort tous les projets nationaux, régionaux d'ampleur sur l'industrie. Quand je dis industrie, c'est commerce, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, pour sauvegarder et relocaliser l'emploi en France. À côté, maintenant, ça y est, on parle de, oui, finalement, on va non pas comptabiliser le ZAN dans ces zones-là où il faudra du logement, parce qu'il faut bien loger les personnes. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Je crois qu'on est allé un peu vite. Je crois que depuis 2 ans que c'est sorti, plus personne ne sait trop où il est. On est tous pour être beaucoup plus intelligents, très vertueux, ne pas évidemment abîmer notre planète et en tout cas le sol français. Et nos terres agricoles. Et je crois il y a des techniques aussi de parking aujourd'hui qui sont végétalisées et qui demandent pas de bétonner ou de goudronner des espaces entiers. Tant mieux. Je crois que voilà, on a cette fibre tous en nous, dont les entreprises du bâtiment et je dirais même des entreprises du BTP qui sont très moteurs là-dessus. À titre personnel, à quand débute votre engagement en faveur de la transition environnementale ? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ouais, là, on peut plus faire n'importe quoi ? Vous savez, en tant que plombier chauffagiste, les premières pompes à chaleur qu'on a installées dans l'entreprise familiale, c'était dans les fin des années 80. Donc vous voyez, il y a des marques très connues qui aujourd'hui sont plus là, mais qui ont été précurseurs. Et donc, effectivement, il y avait cette dimension, pas que chez nous. Et puis il y a eu, tout un tas de matériaux un petit peu anecdotique à l'époque, mais qui commençait aussi à poindre. Donc moi, je dirais, oui, ça fait plus de 30 ans, facilement. À titre personnel ?
Oui, peut-être que mon métier me donnait aussi cette faculté. L'entreprise familiale, justement, celle de votre père, Sylvain Oui. Saleron. Vous avez vu évoluer au sein de cette entreprise, justement, ces matériaux, cette transition environnementale ? J'avoue que effectivement l'économie de beaucoup d'artisans et ou d'entreprises de chauffage, c'était du fioul. Hein, mais donc moi je l'ai vu cette évolution. Voilà, la fin programmée déjà depuis de nombreuses années du fioul, le gaz vert. Attention, il y a du gaz vert aujourd'hui, l'arrivée, mais aussi déjà de la technologie qui entre une chaudière qui a 40 ans aujourd'hui et qui s'est construite il y a 40 ans et aujourd'hui, il y a 60% de moins d'utilisation de gaz. Donc tout ça, je veux dire, il y a toujours eu, pour moi dans ma tête, depuis 30 ans, ça fait juste 30 ans que je suis dans l'entreprise familiale, il y a toujours eu ce facteur d'évolution pour consommer moins. Alors c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, on parlait plutôt du porte-monnaie des clients, bien sûr, mais quelque part, c'était aussi moins consommer, plus de normes, hein, aussi, plus d'entretien, qu'on a beaucoup aussi laissé de côté, l'entretien, pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, les entreprises florissantes, c'est celles, évidemment, qui font de l'entretien derrière, quel qu'il soit. Parce qu'entretenir un bâtiment, que ce soit alors du chauffage, mais autre aussi, du nettoyage d'un peu partout, évidemment, c'est non seulement le signe de la pérennité de ces logements, mais aussi de la moindre consommation. Donc voilà, moi je pense que peut-être que c'est dû à mon métier, mais en tout cas, j'ai toujours eu ce truc, ou mes études d'informatique au début qui m'ont fait penser à beaucoup plus loin. Est-ce que selon vous, patron d'une entreprise de génie climatique, l'avenir, vous parliez du gaz vert, mais est-ce que c'est la fin du gaz traditionnel, de la ventilation électrique ? Est-ce que selon vous, il y a des choses qu'on ne verra plus dans les années qui viennent ? Alors je pense que tout ce qui est ventilation, vous dites électrique, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de solutions avec des panneaux solaires, photovoltaïques, bien évidemment, mais aussi donc l'autoconsommation qui quand même c'est une révolution depuis quelques années. On le voit avec l'expansion. Oui, le fioul est condamné, on le sait depuis. Le fioul, on le sait depuis longtemps. Oui. Le gaz traditionnel. Oui, mais attention, nous, pas moi, mais les urbains. Moi, j'ai beaucoup encore de clients dans les bourgs, les centres-villes de toutes petites bourgades, ou même isolés en plein milieu de bois ou de prairies, qui n'ont pas d'autre solution. Qui n'ont quasiment pas d'autres solutions. Alors, on a fait beaucoup de progrès, c'est pareil, on consomme 60% de moins d'énergie sur les nouvelles chaudières qui sont sorties il y a une petite dizaine d'années. Mais en tout cas, oui, il va falloir enlever tout ça. Le gaz, oui, il n'y a pas un super bel avenir, mais si on développe encore plus de gaz d'hiver, non seulement ça fait travailler une certaine économie agricole, mais aussi plus. Et donc là-dessus, oui, on peut continuer à utiliser le gaz, parce que aujourd'hui, la technologie, je le dis moi en tant que plombier chauffagiste, n'est pas encore assez au point pour que chacun ait sa pompe à chaleur sur son balcon, d'une ville ou d'une métropole, sans embêter son voisin. Donc c'est compliqué, et on va pas revenir au bon grille-pain électrique, à moins qu'un génie en recherche et développement nous trouve la solution justement pour ne pas dépenser moins d'électricité. Tout bien, nos maisons seront beaucoup plus isolées, mais vous avez parlé de ventilation, n'oubliez pas la ventilation quand naturelle. Vous isolez, évidemment. Vous êtes confiant en l'avenir ? Oui, on n'est pas aux États-Unis. Ici, on a pris de l'avance. On va croître par la construction verte et par la transition environnementale que l'on a déjà prise. Et soyons fiers de nous, parce que c'est ça un peu. Les Français, on se regarde un peu les godasses et on pleure dessus. Ben non. Soyons fiers de nous, ce qu'on est capable de réaliser. Rien que par la RE 2020, la construction neuve est formidablement reconnue dans le monde entier. J'allais dire, mince, voyagez, regardez ce qui se passe ailleurs. On est vraiment en tête de tout. Tant mieux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les mecs à Las Vegas, c'est les mecs à Boston, au MIT, etc. Voilà. C'est même des spécialistes qui nous voient ce qu'on est devenu. Et la faculté de nos ingénieurs français de trouver des solutions, déjà gardons-les, qui partent pas à l'étranger, voilà, et qui continuent à nous montrer ce qu'ils savent faire. Il faut les aider, tout cela. Et donc, en construction neuve et en rénovation énergétique, eh bien oui, ça va coûter peut-être encore quelques milliards d'euros. Eh bien, c'est de l'investissement, vertueux pour le confort de nos concitoyens. Et ça n'a pas de prix. Ces 3 piliers que je vous ai cités tout à l'heure, ils sont vraiment à amplifier, mais surtout à soutenir, manger, se loger, se soigner. C'est la base de la société française.
Merci Olivier Saleron. Merci. Président de la Fédération française du bâtiment, d'avoir participé à ce premier podcast de Bâtir pour le climat. Nous remercions une nouvelle fois notre partenaire sur ce podcast Kingspan France. Kingspan France, ce sont des solutions globales d'isolation et d'enveloppe du bâtiment. Retrouvez leur engagement, leurs solutions et leurs projets sur kingspan.com/fr/fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Bâtir pour le climat, c'est aussi le nom de l'événement qui se tient le 5 novembre 2024 à Ground Control à Paris. Au programme, des rencontres avec des acteurs engagés de la construction durable pour partager les meilleures pratiques du secteur et amplifier son impact. Pour vous inscrire gratuitement à l'événement, rendez-vous sur bâtirpourleclimat.com. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.